Bonjour à tous, très bienvenue à ce colloque, qui pour moi est très émouvant. Je pense que comme beaucoup d'historiens, on a vraiment le sentiment d'être au bout d'une grande chaîne qui est très politique, comme il a été rappelé ici. Et effectivement, on est très heureux de ce cadre politique qui rend aussi à chacun ses responsabilités quant à ce que l'on peut faire comme historien et historienne. Mon rôle est d'introduire cette table ronde. Je ne vais pas commenter à la recherche des vérités au-delà du secret défense. C'est un thème crucial. Les personnes qui interviennent dans cette table ronde, que je remercie infiniment d'être présents, sont nombreux et tous de très grands connaisseurs des sujets qu'ils vont aborder dans un temps qui est très restreint, et je m'excuse par avance d'avoir à les interrompre vraisemblablement. Dans l'ordre annoncé sur le programme, sous la coprésidence du président Lafont, président de la commission culture, éducation et communication du Sénat. Nous entendrons Elisabeth Borel, Monsieur François Graner, Roland Kessous et Sylvain Faure, dans l'ordre qui a été annoncé. Madame Borel, magistrate à la retraite, comme elle nous a dit de la présenter, va aborder la question du secret défense et de la justice interdite de vérité. Madame Borel, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous et merci d'être venus. Je suis magistrate et j'ai rencontré le secret défense dans le cadre de l'assassinat de mon mari, il y a bientôt 27 ans. Je vais résumer rapidement l'histoire de ce dossier criminel qui a été marqué depuis le début par le secret défense. D'abord, un déclarant anonyme qui se rend à l'état civil djiboutien pour déclarer le décès de mon mari le 18 octobre 1995 à 22h de mort naturelle, alors que je n'ai pas encore signalé sa disparition. Ensuite, une version officielle immédiate, comme quoi c'est un suicide transmis par télégramme diplomatique dont nous avons la preuve. Enfin, monsieur le procureur Marin, le 19 juin 2007, va reconnaître qu'il s'agissait d'un dossier s'orientant plutôt vers une affaire criminelle. Le 13 juillet 2017, le procureur de la République de Paris considérera que c'est un crime. La justice aura mis 22 ans pour rapporter la preuve d'une affaire criminelle. Peu glorieux pour la justice. Enfin, à la veille du confinement, en mars 2020, condamnation de l'État pour faute lourde de la justice pour 2 motifs, l'absence d'autopsie et la destruction des scellés, c'est-à-dire les preuves des faits. Alors, je ne peux que vous rappeler la stupéfaction avec laquelle j'ai été confrontée à ce secret, moi qui suis magistrat et qui suis là pour appliquer la loi. J'ai découvert qu'en fait, la loi n'était jamais appliquée quand le secret défense intervenait. J'ai entendu parler du secret défense dès janvier 1996, dans le dossier de mon mari. J'ai découvert que la justice, dans ce cadre-là, ne peut pas trouver la vérité, qu'elle est soumise à ce secret et que le pouvoir exécutif la contrôle, l'entrave et détruit cette vérité. Forte de ces constatations et de mon expérience d'étudiante en droit constitutionnel, j'ai considéré que c'était une atteinte importante, très importante, aux droits des citoyens qui sont garantis par la Constitution, et notamment 2, le droit à la justice et le droit à l'information. Je voudrais juste dire que le dossier, si on est dans une enceinte concernant les historiens et le droit des archives, nos dossiers criminels, qui sont toujours en cours pour la plupart, ne sont pas encore des archives. Et la justice a le rôle d'établir des preuves matérielles et donc des choses exactes concernant des faits. À la suite de ça, j'ai participé à la création du collectif Le Secret Défense, un enjeu démocratique,
parce que j'ai considéré qu'effectivement, cette atteinte était très importante au droit constitutionnel. Et j'ai suggéré au sein du collectif 3 objectifs. Ouvrir le débat public, et je remercie le Sénat aujourd'hui de pouvoir me permettre de m'exprimer. Rappeler aussi que ce secret peut toucher n'importe quel citoyen et en appeler à un vrai contrôle de l'usage et du bien-fondé de cette notion, ce qui rejoint un peu le souhait, je crois, des archivistes. Alors, 3 points. Les effets du secret défense sur une affaire criminelle et les moyens colossaux de l'État. La conséquence de ce secret, une justice interdite de vérité, et les risques de l'augmentation et de l'accroissement systématique de la notion et du domaine de ce secret. Alors, dans un dossier criminel, normalement, la justice n'est pas instrumentalisée. Le dossier de Montmarie porte l'empreinte tout le long du fonctionnement de ce secret. L'objectif, c'est d'éviter une enquête d'abord. Et on crée une légende des services, une version officielle, un roman national pour l'histoire. J'ai parlé tout à l'heure de l'état civil, qui a été manipulé. J'ai parlé des pressions, je voudrais parler des pressions des plus hautes autorités administratives. Et en effet, dans le dossier de Montmarie, immédiatement, les télégrammes diplomatiques ont affirmé le suicide, alors que les écoutes téléphoniques, puisqu'on en a la preuve, démontraient que c'était une affaire criminelle. Donc il y a eu concomitamment à la volonté de ne pas faire l'enquête et de verrouiller le dossier, des rumeurs qui ont été diffusées, toujours par les plus hautes autorités de l'État. J'ai eu ces rumeurs sur la pédophilie de mon mari que je n'ai pas comprises, transmises par l'ambassadeur 2 jours après la mort de mon mari. Contrôler et entraver l'enquête judiciaire ensuite. Évidemment, il y a des institutions qui permettent ce contrôle, notamment la soumission du parquet aux liens hiérarchiques. Dans le dossier de mon mari, il a été dramatique. Nous avons maintenant les traces des mails des magistrats qui ont orienté l'enquête pour la contrôler. Et notamment, quelque chose qui gênait beaucoup, c'était les ADN. Parce qu'on avait trouvé des ADN et que c'était très gênant. Donc on a même des mails expliquant qu'il ne faut surtout pas que le juge d'instruction aille vérifier l'ADN d'un des terroristes mis en cause dans le dossier de mon mari. Les experts. Nous avons un contrôle clair des experts, des missions orientées, des expertises, notamment des autopsies, totalement incomplètes. Par exemple, on a fait des radios, les radios du corps de mon mari, et en fait, on s'est aperçu que là où il y avait les coups, les radios ont été, j'allais dire, floutées, sachant que les radios du début du dossier avaient disparu, elles. Les juges d'instruction qui rendent des comptes à l'ambassadeur. Comment un juge d'instruction peut-il violer le secret de l'instruction et aller rendre des comptes sur la mission qu'elle vient d'accomplir, le transport qu'elle a accompli à Djibouti, qu'ils ont accompli, ils étaient 2. Et donc, ils sont allés rendre des comptes extraordinaires. Ils ont expliqué à l'ambassadeur qu'ils allaient conclure à un non-lieu, donc avant même qu'on sache quoi que ce soit, puisqu'ils étaient toujours à Djibouti, qu'il ne fallait pas se faire de soucis, que le témoin qui avait dit qu'il avait assisté à une réunion et que c'était une affaire criminelle avait donné des noms des personnes qui étaient venues rendre compte. Ce témoin-là était un faux témoin. Toute l'enquête telle qu'elle avait été faite par les juges d'instruction jusque-là était faite pour clôturer le dossier, mais à l'époque, je ne le savais pas. Ils avaient refusé de nous emmener, bien évidemment, sans respecter le principe du contradictoire en matière de justice. Ce sont des choses graves parce que c'est des atteintes aux droits des citoyens commises par des magistrats qui pourtant sont soumis à certaines règles et donc qui sont
qui s'en déchargent. Bon, alors je n'ai plus que 2 minutes, bien sûr, je suis allée trop lentement. Alors je vais simplement vous dire les autres moyens, et ce que je souhaitais faire, c'était expliquer à quel point, en l'absence de contrôle du fondement et de l'usage de ce secret, l'administration, le pouvoir des gouvernants était important. Il n'y a en France pas de contrôle du bien fondé de l'usage de la notion de secret défense. Le Conseil d'État se refuse à le vérifier. La commission consultative du secret défense est une commission uniquement qui donne un avis. Et pour moi, l'état actuel de la législation ne satisfait pas la jurisprudence européenne de l'arrêt Régnier contre la République tchèque, qui exige qu'il y ait un équilibre entre les intérêts fondamentaux de la nation et les droits des citoyens. Donc la juridiction doit pouvoir avoir accès aux documents classifiés pour éventuellement en donner communication aux citoyens. C'est ce qui existe dans la République tchèque, ce qui n'existe pas chez nous. La conséquence de tous ces moyens, c'est qu'en l'absence de contrôle de l'usage, c'est qu'on aboutit à un régime d'exception et pas simplement un régime spécifique du secret défense. On aboutit à la condamnation pénale d'innocents. Dans Tiaroy, les soldats vont se retrouver condamnés à des peines capitales. Dans l'affaire d'Hilarie Alpia en Italie, un auteur a été condamné alors qu'il était innocent et a fait 17 ans de prison. Il vient d'être assassiné dans le cadre d'un attentat. Parce qu'on assassine les témoins, on ne les protège pas. Et actuellement, la législation sur les repentis est particulièrement restrictive et ne peut pas être efficace. On protège les criminels. Dans le dossier de mon mari, j'ai été surprise par un mail d'un très haut magistrat qui expliquait qu'il ne fallait surtout pas contrôler son ADN, qu'il valait mieux contrôler les ADN de tous ceux qui étaient venus sur les lieux. Alors les risques pour notre démocratie sont énormes parce qu'actuellement, on ne fait qu'accroître le domaine de ce secret. Aujourd'hui, on fait un conseil de défense pour tous les problèmes rencontrés par le gouvernement. On en a fait un pour le sanitaire, on en a fait un pour les énergies maintenant. Alors la prochaine fois, je ne sais pas sur ce que ce sera, mais ce sont des conseils qui empêchent tout accès aux citoyens sur ce qui s'y passe. La nouvelle classification en 2 niveaux, c'est la même chose. Au lieu de supprimer le premier niveau confidentiel défense, on l'a aggravé en le surclassant secret défense. Tout cela rejoint ce qui a été fait sur les archives et la loi sur les archives pour les soustraire aux historiens et contrôler le récit qui en est fait. Pour moi, cet accroissement de ces pouvoirs, face à un accroissement des pouvoirs des services secrets, notamment en matière de surveillance de masse, est un vrai risque pour nos sociétés et nos démocraties. Et c'était le sens de ce que je voulais dire, sachant que j'ai connu des choses terribles, comme la condamnation de mon avocat, qui était innocent et qui a été condamné en France. Et heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme a permis à ce que sa condamnation soit anéantie par la Cour de cassation. Mais il a fallu du temps, et le temps, c'est contre les preuves. Et le temps, malheureusement, dans le dossier de mon mari, a permis d'effacer les preuves dans le cadre de la destruction des scellés. Merci infiniment. Je m'excuse de vous avoir obligé. Nous allons entendre maintenant M. Graner qui va évoquer le droit de savoir face au secret des gouvernants, donc en convergence avec ce que nous venons d'entendre. Merci, François Graner. Bonjour. Donc moi, je parle ici parce que je suis membre aussi du collectif Secret Défense, un enjeu démocratique. J'y suis au titre de l'association Survie.
Et je voudrais juste rappeler que l'affaire Dreyfus, elle avait eu énormément de répercussions sur les individus, sur les institutions, et même au niveau international. Elle a abouti à des changements de mentalité et de loi, alors qu'il n'y avait pas mort d'homme. Et chacune des affaires de notre collectif porte sur des faits au moins aussi graves que l'affaire Dreyfus, et quelquefois beaucoup de loin. Brièvement, hein, il y en a qui datent de plus de 50 ans, les affaires le massacre de Tiaroy, toutes celles liées à la guerre d'Algérie, les assassinats de Curiel et de Ben Barka dont on entendra parler aujourd'hui, les explosions d'avions, c'est la caravelle Ajaccio-Nice et le vol Santiago-Orly, et puis des affaires de moins de 50 ans, puisqu'on parle ici de délai, l'affaire Boulin, l'affaire du 6 septembre, l'assassinat de 3 militants de Kurdes, l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina et donc du mari d'Elisabeth Borrell à Djibouti, et l'enlèvement, l'assassinat d'envoyés spéciaux de Radio France Internationale au Mali, le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, sur lequel personnellement je travaille, et puis là aussi des explosions plus récentes, l'affaire du Stika, l'avion du Stika, la maison des têtes à Toulon, et puis le naufrage du chalutier breton Bugalet-Braise. Tout ça, que ce soit des explosions, un naufrage de bateau, des assassinats d'opposants à la France, à ses amis ou des lanceurs d'alerte, que ce soit de la politique coloniale ou néocoloniale ou des choses qui n'ont rien à voir, et qu'elles aient plus ou moins de 50 ans et sont très très différentes, mais il y a une grande continuité. C'est que toutes impliquent l'erreur, la faute ou le crime de l'État ou d'une de ses institutions, de ses services de renseignement, l'armée, et à chaque fois, le secret défense est opposé. Et il sert à quoi? Il sert à bloquer l'avancée de la justice. Donc c'est ça le point commun de nos affaires. Et en même temps, pour les citoyens, indépendamment de la justice, ça bloque aussi le droit de savoir. Et c'est ça que je voudrais développer surtout. Et par exemple, dans le cas que je connais, le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, les questions mélangent des archives civiles et des archives militaires. Chacune d'entre elles peut être classifiée ou non, parce que je vous rappelle quand même que beaucoup d'archives militaires ne sont pas classifiées, et à l'inverse, beaucoup d'archives civiles sont classifiées. En France, la majorité des documents secret défense n'ont rien à voir avec le ministère de la Défense, hein, font partie d'autres ministères. Plus de la moitié sont des dossiers civils. Et puis, donc, nos affaires impliquent des délais. Certaines, c'est au-delà des délais d'écoulement, et puis d'autres doivent encore être soumises à des dérogations. Donc, les deux verrous, hein, celui de la classification et celui du délai, s'ajoutent et éventuellement s'interpénètrent dans nos différentes affaires. Donc, l'exemple que je connais bien, c'est que pour mettre fin aux polémiques sur la question du génocide des Tutsis, le président Hollande, en 2015, a décidé de lever le secret défense sur les archives de l'Élysée pour qu'elles fassent l'objet de l'accès le plus large possible aux chercheurs sous moins d'un an, c'est-à-dire avant fin 2016. Eh bien, comme il y avait deux verrous et que le président Hollande n'en a levé qu'un, sa promesse n'a pas été suivie des faits concrets. Moi, je me suis vu refuser les archives que j'ai demandées. C'est remonté en particulier donc, au Conseil constitutionnel, où l'ancien ministre de Mitterrand et l'ancien président sortant n'ont pas siégé, je suppose parce que en raison de la reconnaissance d'un conflit d'intérêts sur la question des archives présidentielles. Par contre, deux anciens premiers ministres socialistes, dont l'un était le président du Conseil constitutionnel, ont participé à la décision qui a dit que les limitations apportées par les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif. Autrement dit, le secret des gouvernants valait la protection des archives, malgré la promesse de François Hollande de les ouvrir. Et donc, le Conseil d'État lui-même, qui lui, par contre, est constitué d'un niveau plutôt de magistrat, et après examen concret des documents par la rapporteure, Mme Ilzik, elle a annoncé en séance le 5 juin 2020 qu'elle considérait que l'intérêt légitime que j'avais à obtenir communication des archives lui paraissait établi, que parce que les travaux en question étaient censés alimenter le débat public sur le sujet pour jouer un rôle auquel la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection particulière, et donc il serait très contestable de réserver le bénéfice de l'accès aux archives aux seules personnes dont on peut penser qu'elles entendraient faire des documents obtenus une restitution élogieuse. Suite à ces rapports de Mme Ilzik, le Conseil d'État, la semaine d'après, le 12 juin 2020, a annoncé que la protection des secrets de l'État doit être mise en balance avec l'intérêt d'informer le public sur ces événements historiques. Donc il y a bien un curseur à régler. Et en l'occurrence, la possibilité d'accéder aux archives publiques découle tant du droit de demander compte à tout agent public de son administration que, dans certains cas, de la liberté d'expression. Donc il y a bien deux enjeux politiques fondamentaux, rendre des comptes, demander aux agents publics de rendre compte, et la liberté d'expression.
Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, pour la pratique, les blocages du secret défense, qu'on constate dans nos demandes d'accès aux archives, sont liés aussi à de nombreuses aberrations techniques. On constate des erreurs, des difficultés techniques, du manque de temps des agents qui déclassifient, du manque de formation, d'une incitation des agents à classifier massivement. Et donc, mais tous ces aspects techniques ne doivent pas masquer qu'il y a une cause profonde qui est la culture française du secret et de l'organisation du secret. Et par exemple, ça se manifeste de deux manières. Une incitation à surclassifier de façon massive. On a donc environ 5 millions de documents classifiés en France actuellement, dont la grande majorité est sans intérêt. Moi, je me heurte à des documents, une fois que je les vois déclassifiés, je constate qu'ils concernent les vœux de Nouvel An du président rwandais ou la messe faite en l'honneur de sa mémoire après son décès. Et puis où ça concerne des documents qu'il faut peut-être protéger pendant une journée, mais pas plus, comme la visite du ministre de la Défense Léotard à nos troupes, accompagné d'une centaine de journalistes. Il est évident qu'il n'y a aucun secret à protéger 25 ans après. Et puis, à l'inverse, autant on classe massivement, autant la déclassification se fait au compte-gouttes et de façon complètement erronée, arbitraire. C'est ce qui m'arrive, par exemple, de voir dans 2 dossiers différents des copies du même document. Et dans un dossier, il est déclassifié, pas dans l'autre. Donc, dans l'autre, on me le refuse. Ou alors, même le plus amusant que je trouve, c'est le même document qui est déclassifié 2 fois. Il importe un tampon déclassifié 2006 et un autre tampon déclassifié 2021, donc sur la même page. Voilà. Donc je me demande qu'est-ce qui a été dans la tête de la personne qui a déclassifié en 2021. Voilà, quelle opération manuelle s'est faite derrière. C'est manuel, évidemment. Alors, au niveau de la justice, par exemple, quand vous avez un juge qui est un peu pugnace, qui est prêt à aller confronter l'institution, par exemple, le juge Trévidic demande des documents déclassifiés, eh bien, le ministère de la Défense s'assied sur sa demande. Le juge Trévidic proteste publiquement à France Inter contre le fait que le ministère est hors délai, eh bien, il n'obtient toujours pas les documents et le ministère de la Défense ne prend des actions que le jour du départ de Trévidic, le jour où il est remplacé par un autre juge. Donc on peut penser qu'il a été moins pugnace, puisque en tout cas, il n'a rien fait des documents qu'il n'a obtenus. Dans nos affaires, eh bien, en particulier par exemple sur celle du génocide des Tutsis, suite à l'insuccès de la promesse de François Hollande qui était censée désamorcer les polémiques, mettre fin aux polémiques, eh bien, le président Macron a nommé une commission d'historiens présidée par Vincent Duclercq, qu'on entendra cet après-midi, dont je salue le travail de cette commission dans les archives et en particulier le fait qu'elle a contribué à l'ouverture de très nombreux documents. Ça reste le fait que, contrairement à ce qu'a demandé le Conseil d'État, ça reste le fait du prince, et puisque c'est un petit groupe de personnes qui est accrédité, et que, par exemple, les documents que la justice, dans nos affaires, a demandé au ministère de la Défense sont toujours refusés, et pourtant, ces historiens agréés par le pouvoir ont eu accès à ces documents, et ils ne sont toujours pas ouverts, ils sont toujours refusés à la justice, ils sont toujours refusés aux demandes des citoyens. Donc il y a une question de décalage entre l'exécutif et ce que peut faire le judiciaire face au secret défense. Et donc moi, dans mes consultations au service historique de la défense, celle que je demande actuellement, eh bien là j'ai le même arbitraire, des accords puis une annulation, parce qu'en plus des 2 verrous, il y a encore un 3e verrou qu'on m'oppose, qui est le ministère de la Défense actuel et le ministère de la Défense de l'époque. Et donc, il y a un feuilleton que je pourrais détailler qui m'a amené à saisir le tribunal administratif une nouvelle fois en faisant valoir le ridicule, concrètement, à la fois de ce qu'on m'a donné et de ce qu'on m'a refusé. Et donc, voilà, un nouveau feuilleton judiciaire pour essayer d'avoir accès à des documents. Alors, pour conclure, ce que je demanderais, c'est qu'il faut vraiment reconnaître le sujet du secret défense pour ce qu'il est, ce qui est un sujet politique et non pas un sujet technique. Il faut vraiment changer de culture. Il y a un curseur entre les droits du citoyen et la protection des gouvernants. Il faut absolument le remettre beaucoup plus vers le citoyen, qui doit être considéré comme un ami et non pas comme un adversaire des gouvernants. Et donc, il y a vraiment un double intérêt pour ça, pour la démocratie, à la fois judiciaire et pour les citoyens de base. Il faut arrêter le fait du prince dans la question des archives, que les gouvernements, que les États puissent à la fois faire ce qu'ils veulent et ensuite le dissimuler, et qu'ils soient jugés partis à tous les étages. Il faut que l'administration et que le gouvernement puissent rendre des comptes. Les exceptions doivent être très motivées et très limitées. Et cette volonté de changement de culture doit se traduire dans la loi et dans son application, à la fois dans l'esprit et dans la lettre. Je vous remercie. Monsieur Roland Kessous va
Donc magistrat, vous avez le programme, conseiller juridique au cabinet de Gaston Defferre, nous a-t-il précisé, va évoquer la vérité dans l'affaire Curiel. Bien, avant de commencer, je voudrais avoir une pensée émue à l'égard de Jean-Pierre Michel, qui était mon grand ami, sénateur, et qui a disparu maintenant il y a 2 ans. Je reviens en arrière en 1981. En 1981, il y a eu, vous le savez, un grand changement, puisque après de très nombreuses années, la gauche est arrivée au pouvoir. Et c'est ainsi que plusieurs ministres de gauche ont été nommés, et notamment Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur. Et à cette occasion, j'ai été moi-même nommé conseiller technique auprès de Gaston Defferre. Nous étions un certain nombre de magistrats du syndicat de la magistrature qui ont pu accéder à des postes importants. Je pense à Louis Joinet, à Pierre Lioncan, à Dominique Charvet. Et c'était une révolution pour nous, magistrats, de s'introduire ainsi dans le domaine politique où nous faisions valoir les règles qui étaient les nôtres, à savoir la contradiction, la transparence et la volonté de dissiper tous les secrets. Et lorsque j'ai été nommé chez Gaston Defferre, avec Maurice Grimaud, qui était directeur de cabinet, la première chose que nous a dit Gaston Defferre, il faut à tout prix que l'on fasse la vérité sur les affaires qui ne sont jusqu'à maintenant non résolues, et notamment l'affaire Curiel. Et il m'a personnellement chargé d'intervenir auprès de toutes les administrations utiles pour que l'on puisse savoir comment Curiel avait été assassiné. Alors j'ai réfléchi pour savoir comment procéder et je me suis dit que la chose la plus utile à faire était en définitive de convoquer les principaux responsables de la police et de leur demander de venir me voir dans mon cabinet et de m'expliquer, de me donner toutes les explications utiles. Et c'est ainsi que j'ai fait comparaître devant moi le directeur général de la police nationale, le directeur de la sécurité intérieure, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la sécurité publique, et tous ces gens-là sont venus dans mon cabinet. C'était véritablement un séisme, parce que tous ces magistrats, tous ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires de police, savaient qui j'étais, savaient que j'étais magistrat, savaient que j'appartenais au syndicat de la magistrature, et au sein de ce syndicat, j'étais plus précisément chargé des problèmes de police. Donc ils connaissaient mes idées sur la police, à savoir que la police devait être contrôlée par la justice, et donc ils ne partageaient pas du tout mes idées. Et je revois toujours avec effarement devant moi tous ces hauts fonctionnaires qui comparaissent comme des élèves devant un professeur. Évidemment, ils ne m'ont absolument rien dit. Ils m'ont dit que toutes les informations avaient été vérifiées. Ils m'ont dit les uns après les autres qu'ils avaient fait tous les efforts utiles pour savoir qui était le criminel d'Henri Curiel. Mais bien sûr, ils n'avaient pas d'informations précises. Alors, j'ai été un peu plus loin et je leur ai dit, mais enfin, moi, puisque vous ne pouvez pas me dire exactement ce qu'il en est, je veux avoir accès au dossier. Et alors là, ils ont été un peu étonnés. Ils m'ont dit, mais enfin, j'ai dit oui, il y a un dossier. Ils m'ont dit d'accord. Et donc, j'ai eu accès au dossier. Le dossier était énorme, énorme. Et ce n'est pas facile à exploiter un dossier où il y a énormément de recherches. Et bien entendu, j'ai passé toute une après-midi à compulser les différentes cotes du dossier et je n'ai rien trouvé.
Mais ce qui était intéressant tout de même dans cette affaire, c'était de voir que pour la première fois, on demandait des comptes aux plus hauts fonctionnaires de police de la part d'un magistrat et qui parlait au nom du ministre de l'Intérieur. Et c'est ce qui a été ressenti par les uns et par les autres. Et je pense que je recherchais sur Internet le nom de tous ces hauts fonctionnaires et je n'ai retrouvé que le nom du commissaire Leclerc. Si certains s'en souviennent, il était, je crois, directeur central de la police judiciaire. Et je revois encore tous ces hauts fonctionnaires devant moi, debout, car ils n'avaient pas voulu s'asseoir. Et c'était assez impressionnant. Alors, j'ai rendu compte à Maurice Grimaud et à Gaston Defferre de mes efforts dans cette affaire. Et malheureusement, je n'ai pas pu obtenir les renseignements utiles. Voilà le seul témoignage que je peux livrer sur l'affaire Henri Curiel. Et malheureusement, nous étions convaincus, d'ailleurs, Maurice Grimaud et moi, qu'un jour ou l'autre, quelqu'un parlerait. Et on dit qu'il n'est pas possible tout de même qu'il y ait un silence total sur une affaire aussi importante. D'autant qu'il y avait plusieurs pistes qui s'ouvraient. Mais malheureusement, personne n'a parlé, personne ne s'est mentionné. Il y a eu ensuite, je crois, plusieurs ouvertures au cours de l'information, mais ça n'a pas abouti. Et encore aujourd'hui, le dossier n'est pas ouvert, enfin, ou plus exactement, on n'a pas connu la vérité. Voilà tout simplement le simple témoignage que je voulais faire. Je l'ai fait auprès de Guy Bréban et de sa fille, Sylvie Bréban, lorsqu'ils ont demandé à me voir. Et aujourd'hui encore, je suis dans l'attente que peut-être un jour, quelqu'un arrivera à nous dire la vérité. Merci. Je vais donner la parole pour conclure au président de cette table ronde, donc le président Laurent Lafont, président de la commission. Merci. Merci. Difficile de conclure après ces 4 interventions qui, au contraire, ouvraient le débat, et c'est très bien ainsi en ce début de cette journée. Je crois que ces 4 intervenants ont, à travers leurs propos, bien montré le difficile équilibre entre le principe de libre accès aux archives et celui de protection du secret de défense nationale. Cette question illustre bien les tensions qui existent dans les sociétés entre les impératifs de liberté et celles de sécurité. C'est au législateur qu'il revient, en tout cas en partie, de concilier ces 2 principes. Et c'est pourquoi je me réjouis, comme l'a fait Pierre Ouzoulias dans son propos d'accueil, que ce colloque se tienne aujourd'hui au Sénat afin de nous permettre collectivement d'alimenter notre réflexion. Les archives ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de provinces et de peuples, écrivait Jules Michelet, qui était évidemment un parfait connaisseur de cette cause, puisqu'il avait été pendant 20 ans en fonction de chef de la section historique des Archives nationales. Les archives sont un matériau essentiel pour faire la lumière sur la vérité historique, et ce n'est pas un hasard si les archives deviennent un véritable enjeu de pouvoir dans le régime totalitaire imaginé par George Orwell dans 1984. Nos premiers échanges le démontrent, l'accès aux archives constitue l'un des socles de l'état de droit. Le principe constitutionnel que, Madame la Présidente, vous avez rappelé fort utilement en introduction de cette journée, de communicabilité des archives, découle d'ailleurs directement de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le droit de savoir, la transparence sont des exigences démocratiques. D'une part, les archives constituent, à mes yeux, des gardiennes de la mémoire de la nation. Elles sont indispensables pour comprendre la vérité historique, elles-mêmes ferment de notre identité collective. Sans archives ouvertes, comment pourrions-nous nous pencher sur notre histoire, y compris dans ses parties les plus complexes? L'accès aux archives participe de la connaissance scientifique, c'est-à-dire de la recherche, de l'histoire et de la mémoire. C'est bien la raison pour laquelle l'administration des archives relève et doit relever du ministère de la Culture.
L'examen du projet de loi sur la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes des persécutions antisémites en début d'année est une nouvelle fois venu nous démontrer l'importance des archives et de leur ouverture pour nous confronter correctement à notre passé, aussi douloureux soit-il. C'est bien grâce aux documents d'archives que nous avons pu faire correctement œuvre de justice et contribuer à la mémoire des victimes. D'autre part, les archives me semblent être essentielles à la bonne gouvernance et au bon fonctionnement de la démocratie. Guy Bréban écrivait à juste titre qu'il n'y a ni histoire, ni administration, ni république sans archives. L'accès aux archives est primordial pour le fonctionnement de la justice, ou encore, comme l'avait souligné Robert Badinter dans les débats parlementaires portant sur ce qui allait devenir la loi de 2008 relative aux archives, pour rendre compte d'opinions dissidentes. Bien sûr, l'accès aux archives n'est pas un droit absolu, dans la mesure où il doit être concilié avec d'autres principes constitutionnellement garantis, parmi lesquels celui du secret de la défense nationale qui nous réunit autour de cette table ronde. Personne ne conteste la nécessité de protéger certains documents dont la consultation par des personnes mal intentionnées pourrait compromettre la souveraineté, la défense et la sécurité nationale. Le Conseil constitutionnel autorise seulement le législateur à apporter des limitations en matière d'accès aux archives et exige que celles-ci soient justifiées et proportionnées à l'objectif poursuivi. C'est l'un des enjeux des deux grandes lois relatives aux archives, celle de 1979 et celle de 2008. Ces lois obéissent à trois préoccupations principales que je voudrais rapidement rappeler. D'abord, garantir la libre communicabilité des archives. Deuxièmement, organiser soigneusement le régime des exceptions à ce principe pour qu'elles demeurent précisément circonscrites et strictement délimitées dans le temps, afin de ne pas remettre en cause la portée. Et enfin, dernier principe, objectif qui me semble important de rappeler, confier au ministère de la Culture le soin d'assurer une coordination de l'action des administrations de l'État et de l'unité de la politique en matière d'archives. C'est dans ce contexte que la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Commission s'est émue en 2020 des difficultés nées de l'instruction générale interministérielle numéro 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, qui avait pour but d'éviter des poursuites pénales liées à la communication d'archives au motif de la compromission du secret de la défense nationale. Je ne reviendrai pas sur l'instruction, vous l'avez évidemment tous en tête et ma présidente l'a rappelé dans son propos liminaire. Comme vous le savez, la procédure de déclassification préalable posée par cette instruction a finalement été annulée par le Conseil d'État en juillet 2021 dans le cadre d'un recours déposé par des archivistes et des historiens, nous nous en souvenons. Hélas, ce n'était pas le fruit du hasard, bien évidemment, c'était prévu au même moment. Nous débattions au Parlement du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement qui comportait un article destiné à régler le problème posé par l'articulation entre le Code du patrimoine et le Code pénal. Il s'agit de l'article 25 de la loi définitivement promulguée. Je rappelle, parce que vous n'êtes peut-être pas tous dans les méandres de la fabrication d'une loi, mais quand un article est subrepticement glissé dans un texte beaucoup plus large et qui comporte d'autres aspects, évidemment, il est beaucoup plus difficile d'un point de vue technique législatif, de mettre l'accent et de centrer le débat sur les problèmes posés par cet article. C'est une des difficultés auxquelles nous avons été confrontés. La commission culture, et donc évidemment ce que nous représentons individuellement, mais aussi l'histoire de cette commission et la préoccupation par rapport aux archives, s'est saisie, mais pour avis, puisque pour le fond, c'était la commission de la Défense et des Affaires étrangères qui était compétente sur ce texte dans sa globalité. Nous sommes saisis pour avis dans la mesure où il nous semblait que cette disposition allait bien au-delà de la simple réponse posée par le déficit d'articulation. Certes, cet article a eu pour vertu de mettre en place une déclassification automatique des documents classifiés à l'expiration du délai de communicabilité, restaurant ainsi l'effectivité du principe de libre communicabilité des archives. Mais il a introduit parallèlement de nouvelles dérogations à la communication de certaines catégories de documents présentant une sensibilité particulière, et ceci pour une durée indéterminée, puisque pour la première fois, la loi ne prévoit pas de délais de communicabilité clairement identifiés, mais des délais glissants. L'article L213-2 du Code du patrimoine
accorde désormais un pouvoir que l'on peut qualifier de discrétionnaire aux services de renseignement concernant le délai de communicabilité de certains de leurs documents. Certes, leur consultation anticipée restera toujours possible sur demande, mais elle reste subordonnée à l'accord du service qui les a produits. Et de ce point de vue, votre remarque va justifier sur le côté très personnel, finalement, de la façon d'aborder certains demandes par rapport à une analyse historique, n'est pas de nature à rassurer sur le côté discrétionnaire qui peut être introduit dans l'examen de certaines demandes de déclassification. Le Conseil constitutionnel a également posé une réserve d'interprétation en exigeant qu'au-delà de la portée non rétroactive de ces nouvelles règles, celles-ci ne s'appliquent pas à des documents dont la communication ne relèverait d'aucune information jusqu'alors inaccessible au public. Il n'en demeure pas moins que ces délais devraient porter atteinte au travail des historiens. C'est bien sûr l'intérêt de votre journée d'essayer d'étayer est-ce que cette crainte est justifiée ou pas. Ceux-ci ont besoin de prévisibilité pour organiser leurs travaux de recherche. Il y a donc un vrai risque de voir peu à peu certains sujets d'études délaissés face aux craintes de rencontrer des difficultés pour accéder aux documents concernés. Ils vont également probablement complexifier le travail des services d'archives, contraints constamment d'interroger le service émetteur afin de vérifier auprès de lui si le document a perdu ou pas la valeur qui justifiait sa protection. Ils sont susceptibles de générer un risque contentieux important compte tenu des marges d'appréciation qu'ils laissent à l'administration. Nous avons noté avec regret que l'ACADA n'avait pas été consultée par le gouvernement avant d'élaborer ce texte. Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission de la Culture avait proposé, dans un souci de lisibilité, de porter à 75 ans le délai de communicabilité pour ces différentes catégories de documents, quitte à permettre qu'ils puissent être encore prolongés pour une période de 10 ans renouvelable à la demande du service émetteur avant l'expiration de 75 ans. Plus pragmatique, cette formule n'a cependant pas recueilli les faveurs de la Haute Assemblée, qui a craint qu'elle ne se traduise par la divulgation de documents sensibles qui auraient échappé à la vigilance des services émetteurs. Je dois reconnaître qu'il y a eu un vrai débat quand même au Sénat sur cette question-là, un débat à travers les auditions qui ont pu être menées par le rapporteur, en l'occurrence Pierre Ouzoulias, mais aussi dans l'hémicycle où il y a eu une vraie discussion. C'était au moins l'avantage de se saisir pour avis de ce texte sur cet article concerné, débat que malheureusement nous n'avons pas, au cours duquel nous n'avons pas su convaincre l'ensemble de nos collègues. Nous en avons néanmoins obtenu que les services d'archives informent leurs usagers des délais de communicabilité applicables à chacune des pièces d'archives qu'ils conservent. Notre collègue Pierre Ouzoulias, qui fut rapporteur pour avis de ce texte au nom de la Commission Culture, a interrogé en avril dernier, dans le cadre d'une question écrite, le ministre de l'Intérieur sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme, sans avoir obtenu de réponse à ce jour. Pierre contradira peut-être tout à l'heure si depuis il y a eu une réponse, mais je ne crois pas. Je voudrais juste, pour terminer, si vous me le permettez, faire deux remarques sur finalement la façon dont s'est passé ce débat. C'est-à-dire que nous avons été... je cherche un terme à peu près modéré, surpris, je vais dire, sur le fait que cette problématique des archives, en tout cas au moment du projet de loi et du débat sur le projet de loi, n'était pas portée par le ministère de la Culture, et que dans ce rapport de force propre à chaque discussion législative entre ministères, et ça c'est normal, ça fait partie du débat démocratique, on avait le sentiment que nous étions un peu seuls, les parlementaires sensibles à ces questions des archives, nous étions un peu seuls, bien sûr avec vous, les associations, mais en tout cas qu'au niveau ministériel, le ministère qui devait porter cette préoccupation ne l'a pas vraiment fait à ce moment-là. Et puis, je crois que la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que comme tout dispositif législatif, celui-ci est voté, en prenant acte, bien sûr, et nous respectons ce vote, mais comme tout dispositif législatif, il doit faire l'objet d'évaluation. Alors, il est encore trop tôt pour que nous, côté commission, nous fassions une évaluation. En revanche, il est bienvenu que vous, en tant qu'association, à travers ce colloque, mais de manière plus large, bien sûr, vous poursuiviez ce travail d'évaluation. Nous le ferons aussi. Il faudra qu'on trouve quel est le moment pour le faire, le moment opportun, c'est-à-dire suffisamment
qu'il y ait suffisamment de recul par rapport à la mise en œuvre du dispositif et la façon dont les administrations se l'approprient et surtout le mettent en œuvre. Mais ce travail d'évaluation sera tout à fait nécessaire. Je crois qu'il y a un risque à travers tout cela, c'est que finalement l'histoire de notre pays et des points d'ombre qu'il peut avoir se fasse, alors soit de manière très personnelle, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, soit se fasse à travers l'utilisation d'archives d'autres pays. Et tout ça n'est pas un gage, me semble-t-il, de fonctionnement correct d'une démocratie. Donc il faut être extrêmement vigilant. Évidemment, dans cette Assemblée, nous le serons, je le dis au nom de mes collègues, que ce soit Pierre Ouzoulias, Sylvie Robert de la Commission, mais aussi Nathalie Goulet de la Commission des lois, qui interviendra tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette table ronde. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps de débat et d'échange. Bien, la parole est à la salle. Bonjour, vous m'entendez bien là? Alors, je me présente, je m'appelle Bruno Jaffré. Je suis membre du réseau international Justice pour Thomas Sankara et membre de l'association Survie. Et je viens ici pour vous parler de l'affaire Sankara qui est en cours. Pour plusieurs raisons. Je voudrais d'abord interpeller les sénateurs qui sont présents et qui passent le mot. C'est que la promesse qu'a fait Emmanuel Macron d'ouvrir l'ensemble des documents secret défense devant un parterre public d'étudiants et devant le président de la République au Burkina Faso n'a pas été tenue. Il en va de la parole de la France à l'étranger, et donc ça concerne particulièrement les élus de la France et évidemment tous les citoyens. Je vais juste vous donner quelques éléments pour vous montrer que mais ce que je veux surtout, c'est prendre date avec un certain nombre de sénateurs pour pouvoir leur expliquer en détail que cette promesse n'a pas été tenue. Alors l'affaire est en cours. Il y a eu un long procès qui vient de se terminer. Le juge qui n'avait pas reçu le troisième lot de documents à temps a fait une disjonction. Le procès a surtout concerné le volet national du complot contre Thomas Sankara et a pris date pour le futur puisque l'enquête continue sur le complot international, et c'est en cela que effectivement notre pays est concerné puisqu'il manque encore des documents secret défense. Quelques éléments. Alors la promesse d'Emmanuel Macron, j'ai la citation, mais je pense que je n'aurai pas le temps de la lire. Elle consiste à dire on va fournir à la justice burkinabé tous les documents, on va déclassifier tous les documents concernant l'affaire Sankara et les fournir à la justice burkinabé. Depuis, on a eu une description, des descriptions qu'il faut vérifier sur le contenu des documents qui sont parvenus. La remarque que je ne vais pas vous la faire, puisqu'il faut aller vite. On ne va pas refaire une communication. Non, mais je vais aller vite. La remarque que je fais, c'est qu'il n'y a aucun document issu du cabinet de la République de François Mitterrand. Autour de Mitterrand, il y avait des gens qui étaient partisans de Thomas Sankara, et il y en avait qui étaient contre, donc le fameux sénateur Guy Pen, que certains d'entre vous doivent connaître. Donc on a eu des descriptions alors je voulais dire, ni de documents du cabinet de la présidence de Jacques Chirac, cabinet dans lequel était revenu Jacques Foccart, que beaucoup de Français connaissent, et beaucoup trop ne connaissent même pas encore. Donc, j'ai questionné je suis en contact avec la famille, les avocats, tout ce que vous voulez. Je suis cette affaire depuis une trentaine d'années. Les avocats pensent qu'ils ont eu des documents secret défense, mais j'en ai questionné quelques-uns. Je leur ai dit, est-ce que vous avez vu dans le dossier des documents avec le tampon, je ne sais pas ce qui a marqué ce genre de tampon, marqué secret défense déclassifié? Ils me disent que non. Et la dernière preuve que je vais faire, et je vais m'arrêter là. Oui, il faut passer à la question. Oui, je n'ai pas de question, c'est juste durant le procès. Si, j'aurais peut-être une question à M. Sylvain Faure, mais je préfère lui poser en dehors. La dernière remarque, c'est que durant le procès, on a appris que des Français étaient venus à Ouagadougou le 16 octobre 1987, c'est-à-dire le lendemain du 15 octobre de l'assassinat, et qui sont venus, il y a même plusieurs témoins sont venus témoigner. L'un a même cité Paul Baril comme étant venu prendre les écoutes téléphoniques du contre-espionnage burkinabé pour le détruire. Et évidemment, aucun document faisant état
de cet événement Merci. durant le procès. Voilà. Donc Voilà, je prends date, merci beaucoup. y compris avec M. Sylvain Faure, qui était présent donc, lorsque Macron a fait sa déclaration, pour qu'il m'explique qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse cette déclaration. Merci. Donc, on va essayer d'être plus court. Je comprends bien que chacun a envie d'exposer le contenu des affaires qu'il suit. Mais si on veut, donc, on se donne encore 10 minutes. Donc, monsieur. Je vais essayer. Oui, on m'entend. Alain David, je représente la LICRA à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. J'ai une question pour François Graner, plus particulièrement. Vincent Duclerc, la commission Duclerc s'est vu refuser l'accès aux archives de l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'on en est? Je suis très court. Merci. À ma connaissance, elles ne sont toujours pas ouvertes. Le bureau de l'Assemblée a refusé. Il n'avait pas à motiver sa décision et il a... Effectivement, ça fait partie des points noirs de l'ouverture des archives. En tout cas, d'autres personnes qui ont depuis essayé de les demander se sont vues opposer un refus. Donc, à ma connaissance, c'est là qu'on en est. Merci. Monsieur. Et après, Oui, bonjour. François Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. J'ai une petite observation et une question. L'observation, c'est sur la jurisprudence du Conseil d'État. Je fais de manière extrêmement courte. Vous avez abordé à plusieurs reprises l'arrêt notamment du 2 juillet 2021 sur l'IJ 1300. Je voudrais rappeler que 2 mois plus tôt, le Conseil d'État en Assemblée générale validait l'article 19 qui est devenu l'article 25 de la loi du 30 juillet 2021, ce qui démontre bien l'espèce de schizophrénie dans laquelle nos institutions sont placées vis-à-vis de ces questions mémorielles. En réalité, dans l'arrêt du 2 juillet 2021, ce qui l'a emporté, c'est le fait que l'instruction allait au-delà de la loi. Dès lors qu'il est question de la loi en elle-même, ce que l'on constate, et c'est vrai pour le Conseil d'État comme pour le Conseil constitutionnel, c'est que le secret défense gagne toujours. Je n'ai, à ma connaissance, qu'une seule décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé une loi en considérant que le secret défense était excessif. Donc ça, c'était pour l'observation. La question, elle est pour M. Granet également, s'agissant de l'ouverture des archives pour le Rwanda. Le Conseil d'État a été extrêmement actif sur cette question puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a un arrêt en juin 2020 qui a prévu la communication de ces archives. Vous nous avez expliqué que les archives n'avaient pas pu être communiquées, en tout cas que vous étiez heurté à un certain nombre de refus. J'aurais voulu savoir sur quel motif et sur quelle base vous entendez former des recours devant la juridiction administrative sur cette absence de communication, puisqu'il s'agit en réalité là de la non-exécution d'une décision de justice. Excusez-moi. Sur les archives civiles, la décision de justice non seulement a été exécutée, mais en plus la commission Duclerc a obtenu l'ouverture complète de ces archives. Et donc il n'y a plus d'enjeu sur les archives de l'Élysée, qui elles-mêmes maintenant sont à quelques petites exceptions près, sont très largement consultables, contrairement à celles de l'Assemblée nationale. Moi, je parle maintenant des archives militaires, qui sont 100 fois plus grosses à peu près, dont en gros, on parle de centaines de milliers de documents et quelques milliers ouverts par la commission Duclerc. Donc c'est une sélection qui a été faite avec des critères qu'on peut reconnaître, dont aussi le manque de temps à jouer. Et donc, en tout cas, celles qui ont été demandées par la justice et qui ont été mises en avant dans la presse, etc., celles-là, la commission Duclerc ne les a pas ouvertes. Et donc, ça fait partie de l'enjeu actuel. Ce qui veut dire que le recours a marché, en fait. Sur la partie civile, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Pierre Audin. Oui, je vais essayer d'aller assez vite et de ne pas être trop agressif. Je pense que dans le cadre de ce colloque, il est beaucoup question d'archives. Or, si je me réfère à l'affaire Audin, en décembre 2017, je pense, le président de la République disait, en particulier à Cédric Villani, qu'il n'était pas question, qu'il avait une intime conviction personnelle sur l'affaire Audin, mais qu'il n'était pas question qu'il fasse une déclaration tant qu'il n'avait pas les preuves de ce dont il s'agissait. Or, dans les archives, a priori, la seule chose qu'on trouve, c'est le récit des militaires, le récit falsifié par les militaires, et c'est la seule chose qu'il y a au niveau des archives. Donc, entre décembre 2017 et septembre 2018, il y a eu le travail de Sylvain Faure et de son équipe, qui a fait que finalement, le président de la République a fait une déclaration à propos de Maurice Audin, à propos de la torture, à propos de la guerre d'Algérie.
Et donc, ce qui me paraissait intéressant dans le cadre de ce colloque, OK, on est centré sur les archives, mais c'était de dire qu'au niveau de l'histoire, il y a quand même autre chose que simplement les archives qui peuvent permettre de faire la vérité. Bonjour, Pascal Joary, journaliste. J'ai une question au sénateur ou à Monsieur Lafont. Je me demande quel pouvoir le Sénat a réellement face au secret défense. Est-ce que ce manque de pouvoir vous gêne, notamment par rapport aux différents conseils de défense? Est-ce que vous les trouvez justifiés? Est-ce que vous les dénoncez? Est-ce que vous trouvez que ça enlève la substance du Parlement, des parlements? Et dernière chose, moi j'ai fait une enquête de 4 ans sur les dérives de ce secret défense. J'ai eu aucune réaction politique, tous bords confondus. J'étais un peu étonné, sachant que j'avais interrogé plusieurs députés sur le sujet et un ancien directeur de la DGSE, etc., et les familles de victimes. Aucune réaction politique sur un travail d'intérêt général. Donc j'aurais bien aimé avoir votre avis sur le pouvoir du Sénat. Merci. Difficile de vous répondre brièvement. Le Sénat n'a pas un pouvoir particulier par rapport au secret défense. Ce n'est d'ailleurs pas notre rôle. Nous sommes des législateurs et un travail de contrôle. Mais pour aller un peu dans le sens de votre question sur un environnement actuel, sur un climat actuel, vous disiez que vous avez été surpris de ne pas avoir de répondant côté parlementaire. Sur les problématiques que vous soulevez. Nous avons essayé, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, d'animer le débat lors du débat sur l'article 25. Si la Commission ne s'était pas saisie pour avis, si Pierre Ouzoulias et quelques autres sénateurs ne s'étaient pas impliqués, il n'y aurait pas eu de débat. Parce qu'il n'aurait pas été porté ailleurs. Enfin, voilà, je parle du Sénat. Dans d'autres commissions, il n'aurait pas été porté ailleurs. Donc il y a... Je pense, et c'est tout l'intérêt de votre démarche actuelle, dans ce débat entre archives et secret défense. Actuellement, les problématiques de sécurité étant tellement présentes dans le débat public, elles ont tendance à prendre un peu le dessus par rapport à d'autres problématiques. Et c'est pour ça qu'il faut être les uns et les autres vigilants. Si vous constatiez un vrai dysfonctionnement, d'après vous, plusieurs groupes politiques confondus, est-ce que vous auriez le pouvoir de faire quelque chose? Si vous constatez des mensonges sur des choses graves qui s'accumulent, est-ce que, si vous aviez envie, vous pourriez vraiment faire quelque chose, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, ou est-ce que vraiment, il n'y a que l'exécutif qui gère ce domaine? Je ne sais pas quoi vous répondre, parce que j'ai l'impression que vous pensez à quelque chose de précis que je n'arrive pas à percevoir. Alors, moi, ce que je pense, tout simplement, c'est que l'exécutif gère absolument toutes ces affaires qui sont hyper nombreuses et très graves, et que le Parlement et le Sénat qui sont censés nous représenter n'ont aucun pouvoir dessus. Donc en fait, le citoyen n'a aucun pouvoir dessus. Je vais juste faire un rapide rappel qui peut-être nous éloigne un peu du sujet, mais il y a quelques semaines, nous avons, quelques autres d'ailleurs, participé activement à un travail sur le Stade de France, qui peut paraître éloigné de votre préoccupation, mais on a essayé à travers nos auditions de faire la part des choses entre ce qui s'était passé lors de la finale de la Champions League. Voilà, le Sénat, à travers ces outils que nous disposons, et notamment le pouvoir d'auditionner, a essayé de faire la lumière. Donc après, si vous avez quelque chose de précis en tête, on peut en parler et voir si on peut faire quelque chose. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Il y aura d'autres... Il y a encore une question ? Mais on finit vraiment... Oui, pardon, alors pour être plus précis, parce que mes collègues, à juste titre, je parlais juste de ce travail du Stade de France, mais nous avons quand même des outils institutionnels, le travail interne aux commissions, la possibilité de mener des commissions d'enquête, ce qui est fait très régulièrement à l'initiative des groupes notamment, et puis effectivement le pouvoir d'interrogation, les questions au gouvernement, que ce soit les questions orales qui sont par définition... public, et puis les questions écrites, avec les réserves sur l'aspect des questions, en tout cas pour les questions écrites, et Pierre Ouzoulias pourra en témoigner à travers sa dernière question, c'est que nous n'avons pas toujours de réponse. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Robert dit jamais, je serai plus modéré en disant rarement. Voilà. Donc on va conclure, je crois,
en comprenant bien qu'il y a une très grande importance de choix politiques, mais aussi d'organisation du pouvoir, et y compris des formes du pouvoir d'État. En tant que spécialiste de la Révolution française, bon, évidemment, j'ai été très sensible à la question de l'ouverture des archives, enfin la référence de la Révolution, mais peut-être qu'il faudrait rajouter l'aspiration à une diplomatie qui ne soit pas une diplomatie secrète. Et dans le fond, ce qu'il y a quand même à travers ça, c'est aussi comment fonctionnent les relations internationales et la politique étrangère de la nation. Et je crois que là aussi, on aurait besoin de se replonger dans cette histoire des ambitions des Lumières et de la Révolution française quant à ce qui peut nous paraître très utopique, une transparence de la diplomatie, une diplomatie sans secret, qui est évidemment en amont de nos questions d'archives. Alors comme historienne, on se sent quand même très petit et très en bout de course par rapport à ces choix très lourds, mais nous évidemment, sommes très concernés et en même temps, on le sent bien, très dépendant, mais comme tout citoyen responsable et sommé d'intervenir pour alerter et aussi en savoir plus sur ces questions cruciales. Donc, merci infiniment de vos précieuses contributions, et on a bien senti aussi dans les interventions, évidemment, l'acuité de la question pour un très grand nombre d'acteurs de notre société. Donc, merci beaucoup. On va faire une petite pause, je crois, avant de passer à la prochaine table ronde. Merci. Nous allons faire une petite pause de 10 minutes et nous reviendrons.